Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du chapitre sur la thermodynamique. Et cette fois-ci, on va s'intéresser donc au monde microscopique et macroscopique. Alors, on avait vu précédemment qu'un système thermodynamique, c'était un système qui était composé d'un très grand nombre de particules. Évidemment, on va pas pouvoir étudier chaque particule individuellement. Alors, c'est un peu possible, ça s'appelle la thermodynamique statistique, mais nous, on va pas le faire ici en terminale. En fait, donc, pour étudier ce système thermodynamique, eh bien, on va s'intéresser à des paramètres que l'on connaît qui vont permettre de rendre compte du monde microscopique. Alors, les grandeurs qu'on va devoir connaître pour caractériser notre système thermodynamique, ce sont des grandeurs telles que la pression, par exemple, la température, le volume ou la quantité de matière. Donc, ce sont celles-ci que l'on va utiliser pour pouvoir caractériser mon système thermodynamique. Toutes ces grandeurs, c'est ce qu'on appelle des paramètres d'état. Donc, pour caractériser l'état de mon système thermodynamique, je vais avoir différents paramètres, tels que la pression, la température, le volume et la quantité de matière. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'au niveau microscopique, on a de la pression? Alors, pourquoi est-ce qu'au niveau microscopique, il y a de la pression? Tout simplement parce que vous avez dû voir dans les classes précédentes qu'il y avait des chocs. À partir du moment où vous avez une particule qui va rencontrer une paroi, elle va taper sur cette paroi-là, et la force résultante que vous allez avoir ici, va être liée à la pression. Alors, de quoi va dépendre cette force résultante que vous allez avoir ici? Elle va dépendre de son énergie cinétique. Plus une particule ici a une énergie cinétique importante, et plus la force sera importante. Alors, vous savez que EC égale 1 demi de mv carré, ce qui veut dire qu'en gros, plus vous allez avoir une masse importante, et plus vous allez avoir une vitesse importante, et plus la force ici sera importante. Donc, vous allez pouvoir remarquer que la pression résulte de la résultante. Donc ça fait deux fois résulte et résultante, mais c'est normal, en physique on est obligé des fois. Donc la pression résulte de la résultante S des forces exercées par les chocs des molécules, sur la surface S de la paroi. Elle est liée donc à la masse et à la vitesse des molécules. Et donc vous avez une formule qui permet de comprendre quelle est l'origine de la pression. Eh bien la pression c'est quoi? Eh bien c'est P, la pression, égale F sur S. Il faut savoir qu'une pression, c'est quoi? C'est une force par unité de surface. Alors, au point de vue des unités, vous avez ici la force qui va se mesurer en newton. Les surfaces, dans ce cas-là, vont se mesurer en mètres carrés. Et vous avez donc l'unité de la pression officielle dans le système international, qui sont les pascals, symbole PA. Voilà. Donc la pression, c'est ça, c'est dû au choc des molécules contre la paroi. Par contre, la température, ça, vous avez déjà vu ça avant. Oh, j'ai un petit bug. Et en ce qui concerne la température, vous savez que plus vous allez augmenter la température, par exemple, d'un gaz, et plus vous allez pouvoir aussi donc augmenter la vitesse d'agitation de vos particules. Donc encore une fois, c'est lié à l'énergie cinétique. Donc plus vous allez avoir une énergie cinétique et plus importante de vos molécules, et plus vous allez avoir une température importante. Alors pourquoi ça bug? Voilà. Alors ça c'était pour les rappels de première. Maintenant, on va étudier un système thermodynamique un peu particulier. C'est ce qu'on va appeler donc le modèle du gaz parfait. Alors un gaz, vous savez à quoi ça correspond. Maintenant, on va considérer qu'on a un gaz parfait. Alors qu'est-ce que ça veut dire si on a un gaz parfait? On comprend bien qu'un gaz parfait, ça va être contraire à un gaz réel. Donc c'est ce que je vous mets ici. Donc le gaz parfait est un modèle, c'est-à-dire une simplification de la réalité. Un gaz parfait n'existe pas en tant que tel, mais les gaz réels, dans certaines conditions, ont un comportement qui s'en rapproche. Ce modèle repose sur les hypothèses suivantes. Alors ça, c'est à connaître. Vous devez connaître les hypothèses qui permettent de dire qu'un gaz va être considéré comme parfait. Alors on va faire un peu comme en mécanique, on va considérer que toutes les particules sont des points matériels, c'est-à-dire qu'en gros elles n'ont pas de volume, donc ça c'est la première chose. Donc les molécules constituant un gaz sont assimilées à des points matériels. Pourquoi ça fait ça quand je fais ça? Je ne sais pas. On néglige ainsi le volume des molécules. Alors, deuxième chose qu'il va falloir considérer pour avoir l'hypothèse d'un gaz parfait, c'est que on va dire qu'il n'existe aucune interaction entre les molécules. En gros, vous savez que si deux molécules sont proches, il y a des interactions, par exemple, de type Van der Waals qui peuvent exister, là, on va dire qu'elles sont suffisamment loin pour dire qu'il n'y a aucune interaction. Si on veut considérer un gaz réel, il faudra considérer ces interactions, mais c'est vrai que dans le cas d'un gaz, comme les molécules sont très éloignées les unes des autres, on va pouvoir considérer qu'il n'existe aucune interaction. Donc,
Donc les interactions à distance entre les molécules sont négligées. Aucune force ne s'exerce sur les particules en dehors des chocs avec les parois de l'enceinte contenant le gaz. Alors, ça c'est à connaître, et donc à quelles conditions on peut considérer qu'un gaz est parfait? Eh bien tout simplement quand on a des faibles pressions. Alors je vous mets ici, c'est approximatif, donc eh bien les limites du modèle du gaz parfait à de faibles pressions allant jusqu'à quelques bars, c'est-à-dire lorsque les molécules qui constituent le gaz sont très éloignées les unes des autres, un gaz réel se comporte comme un gaz parfait. Donc en gros, si on a une faible pression, on va considérer que, vous avez un gaz parfait. Alors quelques bars, hein, c'est même plusieurs fois la pression atmosphérique, on peut considérer que le gaz est parfait. Et donc, ça c'est à connaître. Il existe aussi une formule à connaître par cœur. C'est ce qu'on appelle l'équation d'état qui va décrire le modèle du gaz parfait. Alors, quand on fait de la chimie, il y a deux formules à connaître. Petit n égale petit m sur grand M. Et la deuxième, c'est celle-ci, qu'on utilise tout le temps, c'est PV égale nRT. Donc, P fois V égale N, R, T. Alors, je vais m'expliquer sur chacun de ces termes. Alors, P ici, ça c'est la pression. Hein. Alors, des fois on utilise un petit p, c'est plus pratique, ou un petit ou un grand P, ça dépend, peu importe. Donc, qui va se mesurer en pascal, on a vu. Ça, eh bien, c'est le volume qui va se mesurer donc en mètres cubes dans le système international. T, c'est la température. Donc, température qui va se mesurer évidemment en Kelvin. N, ça c'est la quantité de matière qui va se mesurer en mol. Et puis la dernière, que je vais faire dans une autre couleur, eh bien R, c'est quoi? Ça, c'est une constante, c'est ce qu'on appelle eh bien, la constante des gaz parfaits. Donc ça, c'est la constante des gaz parfaits. Alors sa valeur est toujours donnée, alors, je vous la marque ici, hein. Donc R, j'ai pas beaucoup de place. Donc R égale eh bien 8,314. Dans le système international, ce seront des joules Kelvin par mol. Joule Kelvin par mol. Voilà, donc c'est pas à connaître, cette valeur-là elle est toujours donnée. Donc en gros, quand on va parler d'un gaz parfait, il va falloir connaître cette formule-là par cœur, PV égale nRT. Alors petite remarque, on avait vu l'année dernière en première la loi de Boyle-Mariotte qui disait que PV égale constante quand on a une température constante et la même quantité de matière. Vous voyez que si j'ai une quantité de matière ici qui ne change pas et une température qui est toujours la même, eh bien le produit PV est bien égal à une constante forcément. Donc en gros, la loi de Boyle-Mariotte que vous avez vu l'année dernière, PV égale constante, eh bien c'est une approximation de cette loi un petit peu plus générale, qui est elle aussi une approximation d'une loi un peu plus générale. Alors on va faire un exercice. Cet exercice ici, c'est l'utilisation évidemment de la formule qui se trouve juste au-dessus. Alors question, quelle est la masse volumique de l'hélium à 25 degrés Celsius sous une pression de 1 bar? On considère l'hélium comme un gaz parfait, donné masse molaire de l'hélium, M égale 4,0 g par mol. Donc ici, le mot important, c'est gaz parfait. Donc qui dit gaz parfait dit PV égale nRT. Donc on va utiliser cette formule-là et on va voir justement comment est-ce qu'on va pouvoir faire apparaître la masse volumique de l'hélium. Alors moi, ma formule c'est quoi? C'est P fois V égale N R T. Alors ici, moi ce que je veux, c'est la masse volumique. Alors masse volumique, nous on sait que ρ c'est égal à petit m sur V. Donc dans ce cas-là, eh bien, il faut que je fasse le V, je l'ai, par contre le M, je ne l'ai pas. Par contre, j'ai ici la quantité de matière. Je sais que petit n égale petit m sur grand M. Je vais remplacer. Donc on a donc P fois V égale petit m sur grand M, fois, pardon, c'est pas bien fait, fois R fois T. Et donc, si je veux, eh bien, le volume, je vais essayer de calculer M sur V. Donc, j'ai passé le V de côté et tout le reste, je vais le passer de l'autre. Donc, ça va vous donner donc que je vais avoir petit m sur V qui est égal à P fois grand M sur RT. Voilà. Donc là, j'ai ma masse volumique, je vais pouvoir la calculer. Donc, eh bien, le ρ de l'hélium, c'est quoi? Eh bien, c'est la pression fois la masse molaire de l'hélium divisé par R, constante de gaz parfait, et T, la température. Donc on va faire notre calcul. Rho de HE, c'est égal à quoi? Alors, la pression, on l'a, c'est 1 bar. Ah, le problème, c'est qu'ici, il faut avoir des pascals. Alors, il y a quelque chose à connaître. Je vais le marquer ici sur le côté. 1 bar, ça vous avez vu ça l'année dernière, c'est égal à 10 puissance 5 pascal.
donc j'ai fait 1 fois 10 puissance 5 ici, fois la masse molaire de l'hélium, ce sont des grammes par mol, donc ici c'est 4,0 grammes par mol, ça veut dire que ma masse volumique, par contre ici ce seront des grammes par mètre cube. On peut, si on veut, les mettre en kilogrammes pour avoir une valeur de masse volumique en kilogrammes par mètre cube, ce qui est plus correct, donc on va le faire. Donc on va vous faire donc x 10 puissance moins 3 pour avoir des kilogrammes par mol, que je divise par R. Donc R c'est quoi? C'est 8,314, donc 8,314. Alors, vous devez savoir que si vous voulez calculer la température en Kelvin, eh bien c'est la température en degrés Celsius plus 273. Alors c'est 273,15, mais je vais pas mettre 0,15. Donc en gros, ma température, je vais lui rajouter 273 pour avoir ma température en Kelvin. Donc ça vous fait 273 plus 25. J'oublie pas les parenthèses parce que sinon évidemment ça marche pas. Et vous tapez ça sur la calculatrice et puis vous trouvez donc que le rho de l'hélium, eh bien c'est environ égal à, bon alors j'ai 0,16 kg par mètre cube. Voilà, on a terminé avec cette partie-là. Je vous dis à bientôt et au revoir.